Épisode 1, la tricherie. Cette semaine, je vous parle de Charles et Diana, un couple qui aimait un peu trop les jeux télévisés. Et moi, je vous parle de Billy Mitchell, le plus grand joueur de jeux vidéo de tous les temps. Nicolas. Marie-Ève. Bienvenue au podcast Crime Tonic. Est-ce que tu es excité pour cette première émission? Tout à fait. Je suis excité comme un jeune bambin. Donc, on vous souhaite la bienvenue à cette première émission de Crime Tonic. On vous prie d'être indulgents. On est en période de rodage. Donc, un peu pour vous mettre en contexte, Crime Tonic est un podcast qui se concentre sur les crimes, mais cocasses, loufoques. Donc, on va peu dans le violent et dans le sanglant. On essaye de rester dans les crimes plus légers. Ouais, un petit peu drôle, comme tu dis, léger. Je pense c'est pas mal le mot d'ordre pour notre podcast. Donc, on aura un thème par semaine. Cette semaine, c'est la tricherie. Et à chaque semaine, on va aussi vous présenter qu'est-ce qu'on boit. Donc, un cocktail, ça peut être un mocktail, ça peut être, mon Dieu, du kombucha, ça peut être beaucoup de trucs. Cette semaine, on s'appelle Crime Tonic. On va commencer avec un gin tonic. Je vous présente le gin Les Éléments. Donc, c'est de la distillerie Euclide qui est située à Victoriaville. Donc, c'est le premier spiritueux d'une gamme de spiritueux qui sera éco-responsable. C'est un gin d'économie circulaire dont l'aromate principal est la canneberge. Donc, on récupère ce qui est pas pris à prime abord sur la canneberge et on en fait un spiritueux. Donc, on dit de ce gin qu'il est fruité, légèrement floral et frais. Excellent. Donc, on l'a allongé avec du tonic. Allons-y. Allons-y. Tu me diras ce que tu en penses. Donc, c'est très bon. C'est bien parfait. C'est super. Je vous invite à aller visiter sur distillerie-euclide.ca. Ça goûte tout ce que tu as dit. Excellent. À chaque semaine, on va commencer avec le champion de la semaine. Le champion de la semaine, c'est une histoire qui est proche de nous, donc au Québec. D'habitude, ça va être assez proche. C'est une histoire de l'actualité récente et c'est un criminel qui ne passera pas nécessairement à l'histoire. Non. Cette semaine, c'est qui? Cette semaine, c'est un peu particulier parce que j'ai beaucoup de champions de la semaine. Je t'explique. Les champions de la semaine sont au nombre de 710 personnes cette semaine et donc, je ne peux pas tous les nommer. Je vais t'en nommer un et le reste, on les connaît pas. Donc, le 18 mai dernier, les médias faisaient état d'un stratagème qui permettait de passer son permis de conduire sans étudier le code de la route du Québec. Okay, c'est juste 710 personnes, on dirait qu'il y en a pas mal plus que ça. Oh, peut-être, on ne sait pas, mais là, ils en ont pogné 710. Il y en a au moins 710. Donc, je te présente Alex Tran, qui est un Lavallois de 60 ans, qui aidait ses clients à tricher, moyennant une somme d'argent. On ne sait pas combien exactement ça coûtait, mais écoute bien ça, c'est très technologique. Il fournissait une oreillette et une caméra et il pouvait leur donner les réponses à distance. Wow! C'est très James Bond. C'est très James Bond. Juste dire que Alex Tran a l'âge de ma maman, 60 ans. Et ma maman ne pourrait pas te fournir les réponses d'un examen avec une oreillette et une caméra. Ma maman devait me fournir une recette. Elle n'était pas capable de m'envoyer la photo par message texte. Elle l'a mis en story. Ah, c'est bon. Y a-tu tout le reste de la famille après qui a comme commenté après? Ah, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Comment va tes hémorroïdes? Exactement. Oui, c'est exactement ça qui s'est passé. Donc, j'étais impressionnée quand même du niveau, je ne veux pas faire de l'âgiste, loin de là, mais j'ai trouvé Monsieur Alex Tran quand même assez techno. Ouais, mais ça dépend des lunettes, là, tu sais, si des lunettes avec une grosse caméra puis
une oreillette, c'est peut-être fait pogner pas pour rien non plus. Là. Ah, peut-être. Je sais pas. Mais ça a duré longtemps. Ah oui? Ça a vraiment duré parce que l'enquête a permis de saisir 2 agendas et on parle de 2019 et 2020. Ça fait un bout que le monde passe leur permis de conduire puis qu'ils savent pas tant conduire. Ça explique beaucoup de choses. Donc, les 2 agendas. Et là, moi, j'imaginais des agendas en papier. J'ai fait, il est pas si technologique que ça, M. Tran, mais peut-être c'était des agendas électroniques. Et c'est un Palm Pilot. Oui, c'est ça, peut-être. Les agendas contenaient toutes les listes des clients. Tu sais, il est peut-être techno, le monsieur, mais il a pas... c'est ça, il a oublié de mettre son mot de passe, peut-être. Ça contenait toute la liste des clients, la ville et l'examen et le moment exact que la personne allait passer l'examen parce que, tu sais, il fallait qu'il soit disponible puis qu'il se plug avec la personne puis qu'il donne les réponses. Bref, il y avait tous les éléments pour le condamner. C'est fantastique. Donc, quand je te dis qu'il a été condamné... Tu penses qu'il a été condamné sous quel chef d'accusation? Je sais pas, fraude. OK. Et non. Monsieur Tran a été accusé en vertu de la loi sur la taxe d'assises en 2022, donc dernièrement, parce qu'il a plaidé coupable à des chefs d'accusation de fausses déclarations et de ne pas avoir payé de taxes. Ce que je te dis, c'est que tout le monde s'en fout que Monsieur Tran fraudait à la SAQ. C'est pas illégal de tricher. C'est illégal de ne pas déclarer l'argent que tu fais. De façon illégale. De façon illégale. Amorale. En fait, ils ont dit, tu peux soutirer de l'argent aux gens pour des activités frauduleuses, mais déclare-le bodé. Non, c'est ça. Puis on ne viendra pas te chercher. C'est ça. Parce que M. Tran ne déclarait pas ses revenus de « tiens-toi bien, on n'a pas fait le bon métier ». 426 000 $ en 2019 et là, il y a eu une baisse en 2020, ça doit être à cause de la pandémie, 232 000 en 2020. Donc, il a évité de payer 60 400 $ d'impôts et 36 500 $ de TPS. Et c'est pour ça que le gouvernement, l'Agence du revenu du Canada, est venu le chercher. Parce qu'il aurait fallu qu'il charge la TPS pour ses services. C'est peut-être. OK. Oui, en tout cas, qu'il déclare et qu'il paye dûment ses impôts sur ses activités. Mm-hmm. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il aurait pu écrire dans sa déclaration comme métier ou... Je sais pas. T'écris pas de métier, là, tu fais juste marquer t'as fait combien. Oui, c'est ça, de ta propre business. Ah ouais. Non, mais c'est un entrepreneur. Entrepreneur. Et juste te dire que, je ne sais pas si c'est une malheureuse coïncidence, mais le taux de réussite des examens théoriques de la SAQ a augmenté significativement en 2019 et 2021. Il est passé le taux de réussite de 56 à 70 %. OK. Quand même, là. 14 %. C'est un beau 20 14 % de monde qui ne devrait pas se retrouver sur la route. Donc, alors... Si jamais tu prends la route prochainement et que tu te dis « Mon Dieu, où est-ce que tous ces gens ont eu leur permis de conduire? » Je te répondrai... Alextran Inc. C'est ça. Alextran a peut-être quelque chose à voir là-dedans. Donc, c'est pour ça que je voulais nommer Alextran comme champion de la semaine, mais aussi tous les gens qui n'ont pas cru bon savoir à quoi ça servait une flèche qui tourne ou un feu de signalisation ou un céder le passage. Comment tourner en double. Oui, et un rond-point. Comment marche un rond... Tu sais, plein de belles choses. Arrêter un autobus jaune. Oui, des choses comme ça. Oui, parce que peut-être qu'ils ne le savent pas et ils ne le sauront jamais. Ceci étant dit, les autorités disent que c'est toujours en enquête pour retrouver les gens qui n'ont pas vraiment eu leur permis de conduire. On va leur faire passer le test. Je sais pas. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens, Alextran impliqués ou non, qui couleraient ces tests-là, mais c'était une opinion éditoriale. C'est bon, ça. Donc, on reste dans le domaine de la tricherie. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Moi, je te parle de Billy Mitchell. OK. Billy Mitchell, c'est un joueur de arcade. OK? Faire une petite biographie rapide, là. Billy Mitchell il est né en 1965 au Massachusetts. OK. Quand il était jeune, 1965, OK? Fait que là, ça fait longtemps. Oui, c'est ça. Fait que quand il était jeune, il tripait les pinballs, les choses comme ça. C'est un petit peu plus tard à l'école, rendu dans les années 80.
Donc, probablement vers 16 ans, fait qu'au secondaire. Va commencer à s'intéresser aux jeux d'arcade. Dans ce temps-là, c'était principalement Pac-Man et Donkey Kong. Pac-Man. Ouais. Tu m'avais averti qu'on s'en allait dans les jeux Exact. de vidéo. C'est tout ce que je sais de l'histoire. C'est un Donc, beau j'ai chandail de mis mon Pac-Man. chandail Pac-Man. Et là, on parle vraiment des arcades dans les places d'arcade. Oui, exact. Oui, les machines à... Ouais. OK, parfait. Parce que j'ai fait une petite recherche là, dans les années fin 70, début 80, là, fait qu'à peu près 79 à 83, là, ils appellent ça le Golden Age of Arcade. Oui. C'est où ce que ça a explosé, là, selon les journaux, là, ils disaient qu'il y avait plus que 10 000 arcades aux États-Unis, tout ça. Puis, il y a eu le Video Game Crash 82-83, où ce que le monde a arrêté d'aller dans les arcades, principalement parce qu'il y avait des consoles à la maison qui commençaient à sortir, comme l'Atari, la Nintendo. Aussi parce que c'était associé un peu à la délinquance. Là, c'était tout le temps des adolescents, de la drogue, des enfants même qui étaient dans les arcades. Fait qu'ils en ont fermé plus que 10%. Qui ont commencé à fermer là, en 82-83. Puis ils disaient que leur revenu était à la baisse aussi là, d'à peu près 40-50% là, dans les arcades. C'est ça, parce que les places ne servaient qu'à ça. Tu sais, moi, j'ai comme une espèce d'idée de centre des loisirs avec des arcades, mais c'est ça, c'est que les places servaient à ça. C'était plein d'enfants, là, d'adolescents qui avaient des jetons, là, des 25 cents, puis qui allaient jouer à des jeux d'arcade. Pac-Man, Donkey Kong, Galaga, tu sais, des Space Invader, là, des vieux jeux là, qu'on peut penser là, classiques. Là. OK, fait qu'il y avait les machines à boules et il y avait les jeux sur écran. Ouais, c'est ça. OK, exact. parfait. Les cabinets là, avec la télé. OK. Ouais. Puis, Billy a commencé à s'intéresser à ça là, vers l'âge de 16 ans, un petit peu plus. Il disait que c'était une rivalité avec un de ses camarades d'école, à savoir qui allait être le meilleur à Donkey Kong et à Pac-Man. Donc, il se mettait à jouer beaucoup plus, à s'entraîner, tout ça. Puis c'est à ce moment-là qu'il commençait à se demander c'est qui fait les plus gros scores de ces jeux-là. OK, pas juste entre lui et son ami. Non, c'est ça. Fait que tu curiosité, il voulait savoir dans le monde entier ou aux États-Unis, ou bref, est-ce que quelqu'un sait c'est qui a fait le plus gros score? Ces recherches l'ont amené à contacter un certain Walter Day, qui était propriétaire d'une arcade qui s'appelle Twin Galaxy à ce moment-là. Et Walter, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il tenait à jour une base de données des plus gros scores des différents jeux d'arcade. Fait à travers son réseau, je sais pas trop quoi, son arcade et les autres arcades, il tenait les records du monde. Fait dans le fond, qui a fait le plus gros score à Pac-Man, à Donkey Kong, Space Invader, tout ça. Dans ce temps-là, pas tant de preuves non plus, là. Fait que c'était à voir, tu sais, le monde qui envoyait leur score, je veux dire, lui, il faisait OK, puis là, il notait, puis that's it. Fait que, à part le monde qui venait dans son arcade là, pour faire des scores, là, il pouvait vérifier. OK, fait que lui, il avait des arcades. Oui, il y avait un arcade qui s'appelait Twin Galaxy. Ah, OK. Il y avait un arcade qui s'appelait Twin Galaxy, puis tu pouvais aussi l'appeler pour dire « J'ai fait ce score-là dans une autre arcade. » Exact. Il prenait ça en note. C'est ça. Il y avait l'impression d'avoir... Hey, on est avant l'invention de l'Internet. Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment, j'appelle... Comment il s'appelle? Rick? Walter. Walter. J'appelle Walter et là, je lui dis... Là, j'ai un tel score, il note dans son petit cahier. Ouais, c'est ça, exact. On n'a même pas de fichier Excel. OK, parfait. Non, mais il y a une table de données papier. Ouais. Donc, à ce moment-là, Walter lui indique que le plus gros score de Donkey Kong à date, c'était 1 400 000 points. OK. Fait que très gros. Excuse-moi, est-ce que tu sais en quoi consiste le jeu de Donkey Kong? Oui. Toi? Non. Non, OK. Rapidement. Là. Oui. Donkey Kong, c'est le premier jeu où on voit apparaître Mario et une princesse. Mais c'est pas la princesse Peach qu'on voit tout le temps avec Mario, mais c'est le premier jeu où il y a Mario. Dans le fond, c'est des tableaux qui se répètent. C'est une espèce de site de construction là, que tu dois monter en haut pour
aller sauver la princesse. Fait qu'il y a plusieurs étages avec des échelles. Okay. Donkey Kong te lance des barils. Fait que tu sais, faut que tu sautes par-dessus les barils, tu montes les échelles, tu arrives jusqu'en haut, puis quand tu arrives en haut, ben là, Donkey Kong s'enfuit avec la princesse, passe à un autre niveau, tu vas au deuxième niveau. Fait que les seules variances qu'il y a, c'est des fois, il lance d'autres choses que des barils, il y a des boules de feu, puis des ressorts, là, je sais pas trop quoi. OK, fait que c'est de poursuivre Donkey Kong. Parce que ça aurait pu être une course de char, ça aurait pu être... Non, fait c'est que ça. c'est des tableaux. Ouais. OK, et tu poursuis Donkey Kong. Ouais. OK, parfait, des jeux d'arcade classiques, puis je vais en parler un petit peu plus tard, là, mais tu sais, c'était pas des jeux comme on voit maintenant, là, avec une histoire ou tu sais, différentes choses. C'est généralement... ça sert à aller chercher ton argent, là, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop facile. Puis c'est souvent infini. Là, je vais faire infini entre guillemets, là, on va en parler tantôt, parce que c'est tout le temps des tableaux qui se répètent, pour faire le plus gros score, mais il n'y a pas vraiment de fin. Puis ça devient de plus en plus difficile pour que tu meurs puis que tu remettes un autre 25 cents. OK. Je comprends. Donc, on est rendu en 1982. En novembre 82. Puis il y a le magazine Life aux États-Unis qui font un spécial sur les arcades, les jeux vidéo. Et contacte Walter, son arcade Twin Galaxy. Puis ils vont inviter à ce moment-là Billy Mitchell et la personne qui prétendait avoir le record de 1,4 million de points à Donkey Kong s'appelle Steve Sanders. Steve Sanders. Ouais. Steve Sanders. Fait que lui, il prétend avoir le record de 1 million 400 000. Ouais, c'est ça. Et ils font comme un genre d'événement. Oui. Un genre d'happening. Oui. Puis sur Internet, on peut le trouver. Là, puis je mettrai des liens là, pour aller voir. Là, mais il y a des photos et des vidéos encore de ça. Puis c'est un paquet de jeunes qui jouent des arcades. Ils prennent des photos, tout ça. Puis on fait un événement pour que les meilleurs joueurs des différents jeux se rencontrent puis jouent ensemble. Puis ils font une espèce de spécial dans le magazine avec ça. Magazine Life. Parfait. À ce moment-là, Billy, il n'y avait pas le meilleur score. Non. OK, parfait. Il n'avait pas atteint le 1,4 million. C'est ça, OK. Ouais. Mais il se prétendait un combattant. Ouais, mais il trouvait ça louche là, parce que c'est beaucoup, là, 1,4 million. OK. Ouais. Puis, fait que justement, à cet événement-là, il saisit sa chance parce que, bon, c'est pas du monde qui reste tout ensemble dans le même quartier. Là. Fait que là, Billy, il voit Steve, puis il dit, ben, mon Steve, je te challenge, là, tu sais, let's go. On va se décider, tu sais, c'est qui fait le plus gros score, puis on va décider que c'est lui le champion, tu sais. Parfait. Fait qu'il défie le champion. C'est ça, il défie le champion. Ce que Billy il fait, en fait, c'est que là, il réussit pas à atteindre le record de 1,4 million, mais il découvre que rendu au niveau 22 de Donkey Kong, le jeu arrête. Puis c'est un défaut de programmation ou de fabrication. Là. En fait, je peux expliquer un peu rapidement là, les vieux jeux. Donc, tu sais, quand on parlait de Nintendo ou Super Nintendo, tu sais, dans le temps, je sais pas si tu te rappelles, on parlait tout le temps de 8 bits, 16 bits. Donc, ça, c'est la grosseur de la mémoire, là, tu sais, des valeurs que tu peux avoir en mémoire. Les vieux jeux d'arcade, c'était 8 bits. Donc... Ah, c'est pour ça qu'on appelait ça à un certain moment Nintendo 64. Oui, exact, 64 bits. Mon ouais. Dieu, je savais pas. OK. Ouais. Puis généralement, ce que les programmeurs font, c'est qu'ils utilisent des valeurs, des positions dans la mémoire, donc pour stocker des informations, puis utilisent certaines informations comme le numéro du niveau, ton score, peu importe qu'est-ce qu'il peut avoir, pour aller pointer à différents endroits. Puis généralement, dans ces vieux jeux-là, on planifiait pas non plus qu'un joueur était capable de se rendre aussi loin que ça. Et donc, éventuellement, le pointeur pointe à un endroit dans la mémoire où ce que c'est pas supposé. Puis, ce qui arrive à Donkey Kong, rendu au niveau 22, c'est que en réalité, tu as 7 secondes pour terminer le tableau, sinon tu meurs. Okay. C'est comme le timer qui d'habitude est calculé avec des valeurs. Mais là, rendu 8 bits, ça va de 0 à 255. Donc, si tu dépasses ça, ben là, ça bug, puis à place d'être rendu avec 255 secondes pour finir le tableau, ben tu es rendu à 7 secondes parce qu'il est revenu à 0, puis bref, tu meurs.
Fait que là, l'explication est un peu bancale. Fait qu'à chaque fois que tu montais d'un niveau, tu avais 7 secondes de plus pour faire le tableau? Peut-être, là, c'est ça. Là, j'ai pas trouvé exactement c'est quoi, mais là-dedans et dans Pac-Man, on va en parler plus tard aussi, rendu au niveau 200 quelque chose, là, ça dépasse la valeur possible de 8 bits et il se met à la place de dessiner le tableau avec qu'est-ce qu'il y a en mémoire pour dessiner un tableau, il le dessine avec des caractères au hasard, puis ton tableau a plus rapport. T'sais. OK, fait que c'est vraiment un bug qui fait que... OK, mais au niveau 22, est-ce qu'on peut avoir 1 400 000 points? Non, c'est ça. Fait que là, rendu au niveau 22, Billy se rend avec 874 300 points. OK. Puis Steve, à ce moment-là, qui n'a pas réussi à faire quelque chose même proche de ça, live devant du monde, finalement va avouer qu'il avait triché, qu'il avait menti sur son score. Et Billy Mitchell est nommé champion du monde de Donkey Kong. En fait, c'est lui qui a le plus gros score. Fait que Steve, lui, il a appelé notre ami... ouais, il s'est vanté. Puis c'est venu... C'était pas vrai. Non, c'était pas vrai. C'est ça. Fait que c'était plus ou moins vérifié, ces records-là. Exact, mais ça. Là, Billy, lui, il est vraiment bon pour de vrai. Là. Oui, c'est quand même un bon joueur. Là. C'est pas un 2 de pique. Là. OK. Ouais. Fait que là, lui, il fait le nouveau record. Fait que là, c'est rentré dans la base de données. Walter était là. Walter devient un peu l'arbitre là, de tout ça, là, puis il s'assure de valider les scores, que ce soit vrai et tout. Donc, 7 novembre 1982, Billy a le record, le record numéro 1 là, de Donkey Kong. Qui va durer 18 ans en passant. Wow! Ouais. Lui, Billy et Walter deviennent des bons amis. Vont continuer, dans le fond, avec la promotion de l'arcade de Twin Galaxy, de leur base de données, vont finir par parcourir un peu les États-Unis, à faire différents événements, vont organiser des affaires. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas, mais bref, en profitent pleinement, développent le nom de Twin Galaxy aussi pour la base de données, la rigueur de leur validation, tout ça. Ils deviennent des partenaires d'affaires. C'est ça. C'est ça. OK, donc, parfait. Fait que Billy, lui, devient le jeune poulain, l'espèce de star. De star, ouais. Oui, c'est ça. Puis Walter en arrière, sa rigueur, c'est un businessman, il y a des arcades. Fait que là, ils font un bon duo. Exact. Ils peuvent faire de la promo, ça va bien. Exact. En 1984... comme je disais tantôt, le Video Game Crash là, de 82-83. Donc, son arcade Twin Galaxy rendu en 1984, ça fait plus vraiment d'argent. Fait qu'il va être forcé de fermer l'arcade. Mais il va garder quand même l'enregistrement de la compagnie ou de l'entreprise Twin Galaxy et va continuer quand même à garder les scores et tout ça. Entre-temps, ou une année plus tard, là, en 1985, Billy va établir le record du monde aussi sur le jeu Burger Time. Je sais pas si tu te rappelles de Burger Time. Ah oui, vaguement. Donc, c'est un autre jeu d'arcade classique. Ça tombe? Ouais, en fait, t'as un petit bonhomme, là, un petit chef qui se promène, puis tu te fais attaquer par des pickles, je pense, puis des bouteilles de moutarde, des choses comme ça. Puis ton but, c'est d'aller faire tomber les différents éléments du burger. Fait que tu montes dans le tableau, puis là, faut que tu passes par-dessus le pain. Là, le pain tombe d'un étage. Après ça, tu passes par-dessus la boulette puis pour fabriquer tes hamburgers. Ouais, ça me dit quelque chose. Fait que lui, c'est encore lui qui établit. C'est encore Billy qui établit le record. Ouais, c'est ça. Là, j'ai pas trouvé le score, là, mais bon, dans les différents endroits, il disait qu'il avait enregistré le plus gros score à Burger Time. Mais c'est drôle parce que c'est vraiment... c'est ça, il choisit ses jeux. Puis ce jeu-là, lui, ça le fait triper. Ouais. Fait que là, tu sais, il fait comme un... C'est encore comme ça aujourd'hui, là, tu sais, certaines personnes sont spécialisées dans... Ouais, c'est ça, parce que c'est rendu assez gros, là, les records du monde, là, comme ça, là, je t'en ai déjà parlé, je pense, là, puis moi, j'aime bien, là, j'écoute beaucoup de ça, là, des speedruns, là, de jeux vidéo, là, parce que le monde, il se spécialise dans un jeu, puis le battre le plus rapidement possible, ou font les plus gros scores. De moins en moins, c'est des gros scores, là, parce que, justement, les jeux, souvent, c'est des
histoires, des tableaux, des choses comme ça. Fait que c'est moins des vieux jeux d'arcade où c'est juste le score là, qui compte. Ouais. Mais bref. On va parler de Pac-Man. Okay, de Pac-Man maintenant. Donc, Pac-Man, encore là, je sais pas si le monde ne connaisse pas ça. Le petit bonhomme jaune qui se promène, c'est un jeu créé par Namco en 1980. Ça fait très longtemps. Le but, c'est de manger toutes les petites pellettes blanches, là, les petits points blancs, sans te faire attraper par les fantômes. Puis tu as des points spéciaux que tu peux avaler. Dans chaque tableau, je pense qu'il y en a comme 4. Puis là, une fois que tu avales le point spécial, là, tu peux manger les fantômes là, pendant un certain nombre de secondes. Encore là, c'est un jeu qui se répète. Les tableaux sont pas mal tous pareils. Puis le but, c'est de faire le plus de points possible. Fait que, manger les... pour passer un tableau, il faut que tu manges tous les points blancs. Mais plus tu manges de fantômes, plus tu fais de points. Il y a des cerises qui apparaissent, des choses comme ça. Faut tu as devant toi la personne la plus nulle à Pac-Man. Ça a pas de bon. Je suis pas capable de revenir en arrière puis de finir de toute ma... Tu sais, ça finit tout le temps que j'ai presque fini, mais là, il faut que j'aille chercher la petite bille qui reste... Oh mon Dieu, c'est fâchant. Lui, excuse-moi, tu me parles-tu encore de Billy? Étais-tu bon à Pac-Man? Oui, Billy, très, très bon à Pac-Man. Ben c'est ça, pas moi. Petite histoire cocasse sur Pac-Man. En 82, il y avait un enfant de 8 ans qui prétendait avoir le record du monde à Pac-Man, qui était plus que 6 millions de points. Là. C'est quelque chose genre dans la cour d'école. Mon père le fort que tient. Ah ouais, mais moi je fais 6 millions de points à Pac-Man. Puis là, Ronald Reagan entend parler de ça. Et écrit une lettre à cet enfant-là pour lui dire « Bravo, t'es super bon, t'es champion du monde de Pac-Man. » Mais c'était pas vrai pantoute. Là. Mais non. Parce que là, Billy, ce qui le passionne, je pense plus que faire des records, c'est de démentir les records des autres. Mais là, un enfant de 8 ans... Ouais, mais tu sais, le but à Billy aussi, c'est de faire le plus gros score. Là. Oui. Bref, tu sais. C'est sûr que si quelqu'un se dit qu'il a fait un score qui n'a pas de bon sens, lui, il peut pas avoir le plus gros score. Fait qu'il c'est ça, il doit démolir un peu. C'est ça, tu dois prouver. Fait encore un peu comme à Donkey Kong, il découvre que à Pac-Man, plus tu avances, éventuellement, si tu joues 3-4 heures à peu près, là, sans mourir, tu arrives éventuellement au niveau 255. Puis encore là, défaut de programmation, les chiffres de 8 bits, c'est 0 à 255. Donc là, il arrive, boss, il retombe à 0. Dans le fond, une fois que tu arrives à la fin, tu retombes à 0. Le niveau 0 n'existe pas. Donc, le jeu est tout fucké, il ne sait pas où aller chercher ses informations. Puis, ce qui arrive, c'est que le niveau 256, finalement, il est juste à moitié. Fait que tu as une moitié de niveau. L'autre moitié, c'est des lettres, des chiffres, tous les caractères qui peuvent exister, ça n'a pas rapport. C'est ça. Fait que c'est injouable, tu peux pas terminer le tableau, à moins que tu sois vraiment chanceux, que tu connaisses vraiment sont où toutes les affaires, parce que théoriquement, ils existent, mais ils sont pas affichés, puis que tu ne fasses pas pogner par un fantôme au hasard non plus. T'sais. Mais bref, ils appellent ça un kill screen, c'est-à-dire que ton jeu, il arrive là. Si tu joues parfaitement, tu arrives à 3 333 360 points. OK, à ce niveau-là. Ouais, ça c'est ce que Billy démontre. Donc c'est impossible, le petit garçon. C'est ça. OK, parfait. Fait qu'il a brisé le rêve d'un petit garçon de 8 ans. Ben oui, j'espère qu'il est content. C'est super le fun. Fait que lui, là, la phrase que sa blonde entendait le plus souvent, c'est « Attends, je peux pas mettre sur pause. » Ouais, c'est ça. C'est pas mal. Il devait y dire ça sans arrêt. « Attends, je vais tout perdre si je mets sur pause. Je peux pas mettre sur... Je peux pas saver. » C'est ça. C'est ça. Quelle mère n'a pas entendu ça, ceux qui ont des enfants ou un conjoint gamer? Attends, je peux pas mettre ça bon. Ouais. Mais, ça me fascine. Fait que s'il voulait atteindre ce niveau-là, il fallait qu'à chaque fois, là, il joue 3 heures. Oui, exact. Puis là, après ça, qu'il fasse comme, OK, ce niveau-là, c'est vraiment ça qu'il y a au niveau... Là, l'histoire démontre pas exactement comment est-ce qu'il a fait pour arriver là, puis tout, là. Peut-être que rendu... quoique dans ces années-là, il devait pas avoir encore vraiment d'émulateurs, d'arcade ou des choses comme ça, là. Fait que l'histoire le dit pas exactement, là, mais bon, on sait que c'est lui qui aurait fait ça. Mais ce qu'on sait, c'est que les ingénieurs ont dit... Là, il n'y a personne qui va se rendre là. Fait qu'on arrête. Là. Je veux dire, on se casse pas le basic à savoir qu'est-ce qu'on met au niveau 256. Là. Qui a autant de temps à perdre, là, c'est ça. Puis, il n'y a personne qui va jamais y arriver. Là. Et il y a des gens qui y arrivent. Ouais, c'est spécial.
Mais bref, Billy s'éteint un peu de la scène, là, tout ça, là, dans les années suivantes. Va aller travailler dans l'entreprise familiale. Là. Ils ont un restaurant, puis en Floride ou dans le Massachusetts, là, je sais plus trop. Oh mon Dieu, c'est tout? Je veux dire, il devient pas millionnaire avec ça. Ben non, Non. c'est des arcades. Non, surtout pas dans ce temps-là. Là. Il n'y avait ça. pas de Twitch, il n'y avait pas d'affaires. Là, fait que Ça, tu fais maintenant, pas vraiment d'argent. Tu peux vraiment... Ouais. Mais ça va retourner travailler là. Ils ont une entreprise aussi de sauces piquantes. Ah oui! Ouais. Wow! En 1999, il y a un groupe de Canadiens qui décide d'essayer d'atteindre le score parfait de Pac-Man, comme Billy avait démontré. Le 8 mai 1999, un certain Rick Fothergill va atteindre 3 333 270 points. Fait que c'est 90 points de moins que le record parfait, que le score parfait que tu peux atteindre. OK. Mais c'est lui qui a le record Guinness. Ben, pas le record Guinness, mais le record mondial. Le plus gros score de Pac-Man. Fait que ça a été un Canadien pendant quelques mois. Là, Billy, un peu arrogant, le jour de la fête du Canada, décide d'aller à l'arcade Fun Spot. Fun Spot, je vais en parler, là. Je vais en reparler, là. C'est juste une arcade dans New Hampshire. C'est encore ouvert, si je ne me trompe pas. Et c'est vraiment juste un arcade là, classique. Ils gardent ça vivant là, comme un genre de tourist attraction. Là. OK. C'est un détour que tu fais quand tu es dans New Hampshire d'aller voir Fun Spot avec leur vieux jeu de 1980. Ben oui. Ouais. Mais dans le temps, c'était une grosse arcade où il y avait encore tout ça, puis ils organisaient souvent des concours, des affaires comme ça. OK. Fait que Billy se rend là le 1er juillet et décide de jouer à Pac-Man sans arrêt jusqu'à temps qu'il bat le record pour être le meilleur. Ça va y prendre 3 jours. Fait que le 3 juillet, Billy atteint un score parfait de 3 333 360 points et meurt sur le kill screen au niveau 255-256. Wow. 256. Ça y prend 3 jours. Ouais. C'est-tu la définition de quelqu'un de têtu? Je suppose. Il y a une tête de cochon. Ouais. Il y a Quand vraiment une tête de cochon. Walter Day, son body, il était là, confirme le record. Fait que témoin de Billy, Walter Day, son collègue, son partner de Twin Galaxy, et ils vont enregistrer le record de Billy sur le site web de Twin Galaxy, parce que là, on n'est plus en 82, on est en 99. Il y a un site internet Twin Galaxy. Bon! Où est-ce qu'on peut retrouver tous les records Guinness. Les records mondiaux. J'attendais ça, un site internet. Je me disais que c'est... Oui, OK, c'est ça. Ouais, fait que Walter va faire de la pub un peu avec ça, tout ça. Va nommer lui-même son partenaire d'affaires Video Game Player of the Century, qui tombe dans les oreilles de Namco. Et on se rappelle, tantôt, j'ai dit Namco, c'est le créateur de Pac-Man. Vont inviter Billy et Walter à Tokyo, au Tokyo Game Show. Donner une plaque comme quoi qui a battu Pac-Man. C'est la première personne qui a battu Pac-Man à vie. Oui, c'est comme s'il avait battu Pac-Man. T'as raison. Ouais. Ben oui. Donc, quelques années plus tard, en 2004. Puis là, il y a un documentaire là-dessus aussi qui est sorti là, quelques années, je pense que c'est 2007, qui s'appelle King of Kong, qui raconte un peu l'histoire, la rivalité entre Steve Wiebe, qui est un nouveau challenger dans le monde des records d'arcade, et Billy Mitchell. Steve Wiebe a décidé lui aussi de battre le record de Mitchell qui avait établi plusieurs années avant. On avait dit quoi tantôt, 1982? OK. Ouais. De Billy. De 18 ans, ouais. OK. Ça fait 18 ans, ouais. Excuse-moi, le record de Billy. Oui, le record de Billy. Parfait. De 800 quelques mille points, là, 874 300 points. OK, là, on est rendu à quelle année? En 2004. Oh, OK. Fait que là, on est vraiment plus tard. Ouais, okay. ça fait un bon bout de temps. Mais ça y passe pas à Billy, les jeux vidéo, là. C'est ça. Puis c'est correct, là. Ben, en fait, il a toujours aimé ça. Oui, ben, il a aimé ça, mais c'est surtout qu'il en fait sa marque de commerce, tu sais. Oui. Puis il roule sa bosse avec ça. Là, il se fait inviter dans des shows, tu sais. Il y a des titres associés à ça, puis tout. Fait que, non, c'est... Ça définit sa vie, je te dirais. OK, parfait. Fait qu'il y a quelqu'un qui le challenge rendu en 2004 pour un record vieux de 22 ans. Oui.
OK. Puis Steve, on le voit un peu dans le documentaire, là, va aller s'acheter un arcade de Donkey Kong, va installer ça dans son garage, puis va jouer le plus souvent possible pour être capable de battre le record. Ce qui fait éventuellement, va filmer ça, puis fait un record de 1 600 points. Fait que pète le 1 million, bat le record de Billy. Ben oui. Va envoyer sa cassette à Twin Galaxy, qui sont l'autorité dans la tenue de livres de records de jeux vidéo. Fait qu'à ce moment-là, comment ça fonctionne, encore l'Internet, c'est un peu rudimentaire. Là, fait que à cette heure, les speedruns, le monde qui bat des records, ils enregistrent ça ou ben non, ils se filment eux autres même sur Twitch, puis là, ils envoient le vidéo par email et ça se fait valider, puis ça rentre, mais là, enregistre le VHS, met ça dans un paquet, envoie ça à Twin Galaxy. Twin Galaxy va revoir le vidéo, vont pas l'accepter, vont visiter la maison à Steve Wiebe pendant qu'il est pas là, pendant que sa femme est pas là, puis que c'était comme sa belle-mère qui était dans la maison, rentrer dans le garage, vont démonter l'arcade pour, après ça, dire que l'arcade, c'était pas un arcade officiel, qui avait été trafiqué, puis qu'à cause de ça, dans le fond, le record pouvait pas être homologué, pouvait pas être enregistré, puis que le record de Billy allait rester. Wow! Fait qu'ils sont allés chez eux. Ah oui, puis là, je me rappelle plus, une cassette VHS, ça durait-tu longtemps dans ce temps-là? Ouais, probablement, là, en 6 heures. Là. OK, fait qu'ils ont une cassette VHS, ils l'emballent, ils l'envoient, eux, ils reçoivent ça. Là, ils débarquent chez lui, il est pas là, il rentre quand même, là, c'est pas par infraction. Il y a quelqu'un qui leur a débarré à la porte, puis il a dit, il faut qu'on aille checker de quoi. Exact. La belle-maman a dit « Ah, mais oui! » Et là, ils ont démonté l'arcade. Ils ont dit « OK, wow! » Puis ils sont arrivés quelques personnes. Wow! OK, c'est genre Men in Black. OK. Ouais. Puis, suite à ça, Steve va pas trop il va démoraliser un petit peu, là, mais éventuellement, va aller challenger Billy essayer de battre encore le record. Il va faire un peu comme Billy avait fait dans le temps. Là, fait qu'il va se rendre à Fun Stop, qui est pas loin de la maison à Billy, pour aller battre le record. Steve va jouer plusieurs jours là-bas jusqu'à temps, puis finalement, il va battre le record. Il va atteindre 985 600 points. Fait que pas autant que son million. Il n'atteint pas le million exactement, mais va quand même réussir à battre le record de Billy. Parce qu'il s'est dit, si ça marche pas, si je le bats chez nous, je vais aller dans la même arcade. Exact. Puis là, Walter était là. OK. Il a été forcé d'admettre que c'était ça. On le voit dans le documentaire. Billy, pendant ce temps-là, envoie une cassette à Walter Day, à Fun Stop, où ce qu'il y a tout le monde là, avec un nouveau record de 1 050 200 points. 1 47 200 points. Fait que lui, il envoie une cassette. Pendant ce temps-là, Billy envoie une cassette qui pète le million. C'est ça. Billy s'est jamais pointé à Fun Stop là, avec Steve pour jouer contre lui, mais envoie une cassette qu'il a enregistrée lui-même à la gang, puis la gang l'accepte d'emblée. Quelques heures après le record de Steve. Ah, ça sonne un peu... Ça commence à être un peu... sketchy. Ouais. J'ai de la peine, parce que moi, jusque-là, je l'aimais beaucoup, Billy. Dans le documentaire, on le voit en plus, là, Steve... c'est un père de famille, il a comme 2 enfants, puis même quand il bat le record, là, c'est drôle, parce qu'il monte un peu la cassette, puis t'as son enfant en arrière qui arrive, fait comme « Papa, essuie-moi les fesses, hein, puis... » Il est sur le bord de faire son million de points, puis il est comme « sera pas long. » Puis finalement, genre, il réussit, puis tout. Mais tu sais, ça, il y a une femme, il y a 2 enfants. Tu sais, il venait de perdre sa job, fait que là, il savait pas trop quoi faire. Fait que tu sais, il s'est dit « Ah, tu sais, je vais faire ça. » C'est un joueur de batterie là, exceptionnel. Là, tu sais, il est super bon, super manuel avec ses mains. Tout ce qu'il fait, tu sais, il réussit tu sais, de ce genre d'affaires-là, tu sais, la musique, les choses comme ça. Puis, c'est ça. Fait que le documentaire le dépeint vraiment comme quelqu'un de sympathique. Steve? Oui. Oui, mais pas Billy. Ah, c'est ça ma question. Non, le documentaire est pas trop gentil envers Billy. Ah, OK, vas-y, je te laisse aller. Parce que c'est triste. Ouais. OK, vas-y. Entre-temps,
les records Guinness aussi décident en 2008 de faire une catégorie jeux vidéo. Oh. Fait que là, vont nommer Billy Mitchell pour ses scores de Donkey Kong comme étant le premier record Guinness du premier million atteint. Fait oui. Il y a son nom dans le record Guinness. Puis c'est logique, c'est homologué par une entité qui a l'air sérieuse. Fait que, oui. Exact, c'est ça. Oui. Fait que là, Guinness, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont mis en partenariat avec Twin Galaxy, qui était l'autorité encore là, qui avait le personnel, les connaissances, puis tout pour être capable de valider, puis se veulent une entreprise qui est vraie, là, qui est sérieuse depuis des décennies. C'est ça, exact. C'est ça, c'est pas un nouveau venu. Là. Ils font ça depuis des décennies, homologuer des records de jeux vidéo. C'est logique de leur faire confiance. Ben oui. Plus tard, Billy va faire un autre record dans un événement qui s'appelle Annual Convention for the Florida Association of Mortgage Brokers. Okay. Puis là, le monde il nomme ça le Mortgage Broker Score de 1 050 200 points. On est toujours avec le même jeu? On est toujours sur Donkey Kong. Ah, Donkey Kong, ouais. Encore. Okay. Avec comme témoin cette fois-là son ami Walter Day, qui est l'arbitre officiel de Twin Galaxy, et un autre joueur, Todd Rogers. Okay. Et puis, si le monde aime ça, mes histoires de vieille arcade, je parlerai de Todd Rogers une autre fois. Qui est une autre histoire assez palpitante. OK. Et un autre, 3 ans plus tard, en 2010, va faire un autre record de Donkey Kong, 1 062 800 points. Et celui-là, on va l'appeler le Boomers Arcade Score, qui s'est fait en Floride. Encore une fois, Billy reste en Floride. Okay. Au Boomers Arcade. Okay. Et les témoins sont, encore une fois, Walter Day et Todd Rogers. OK. Puis quand tu dis les témoins c'est juste eux autres? C'est pas fait... Ben, c'est un événement. Ouais. Mais probablement qu'il y a d'autres témoins. Mais ceux qui se mettent de l'avant puis qui parlent des records, tout ça, c'est ses amis là, et partenaires à Twin Galaxy, là, Walter Day et Todd Rogers. Donc, il y a peut-être plusieurs personnes qui jouent en même temps, mais ceux qui le regardent faire le record, c'est ses amis. Oui, c'est ça. Mais en fait, il a comme été invité là comme étant le meilleur joueur de Donkey Kong là, pour faire de la promotion. Là. C'est comme, venez à la convention de Mortgage Broker, là, invité spécial Billy Mitchell, le plus grand joueur de Donkey Kong de tous les temps. Prendre des photos, serre la main, signe des autographes, mais il n'y a pas un événement où il est sur stage devant tout le monde à jouer. Il y a un cabinet d'arcade, puis là, après ça, en arrière, pendant que la convention se continue, il joue, puis là, j'ai battu un autre record. Wow, OK. Fait que là, on est en 2010. 2014, Walter Day et ses associés, dont Billy Mitchell, vont vendre Twin Galaxy, vont vendre la base de données. J'ai pas le chiffre, j'ai pas réussi à trouver combien est-ce qu'ils vont vendre ça, mais à un tierce parti, là, une autre compagnie qui décide d'acheter ça parce que ça fait quand même de l'argent, là, visites sur le site, la publicité, tout ça. Donc, vont vendre ça, puis Walter décide d'aller faire d'autres choses de sa vie. Là. C'est un vieil homme, il a mérité sa retraite. Fait que là, c'est plus les mêmes personnes qui s'occupent de ça. Puis les autres, ils ont vendu la base de données de records qui sont supposés d'être bons. C'est ça. Puis si tu veux homologuer un record, c'est avec la nouvelle compagnie, la nouvelle exact. Direction. Ça reste Twin Galaxy, nouvelle direction. Nouvelle direction. C'est ça. 2015. Là, ça commence. 2015. Billy va poursuivre Cartoon Network dans un show qui s'appelle Regular Show. Il y a un personnage qui ressemble à Billy avec une tête géante. Habillé pareil, il est tout le temps habillé avec une cravate des États-Unis, là, du drapeau des États-Unis, des choses comme ça. Puis c'est dans le show, en fait, c'est comme un champion d'un jeu là, qu'il y a dans ce show-là, whatever, là, un jeu vidéo inventé qui n'existe pas. Puis quand le monde il réussit à le battre ou disent qu'il est pas bon, il se met à brailler, puis il fait toutes sortes de niaiseries. Fait que Billy trouve que ça ressemble beaucoup à lui, va poursuivre Cartoon Network pour diffamation, mais va perdre la poursuite. OK, parce que lui, il voit un show d'humour,
Un show pour enfants. Un show pour drôle, enfants. Là. Puis il y a vraiment l'impression que le personnage qui est caricaturé rit de sa gueule. Il fait préjudice. Oui. Il décide de poursuivre pour beaucoup d'argent le network. Mais ça marche pas. Là. Le juge fait comme, il a pas le même nom. Il a clairement une plus grosse tête que toi. Il joue pas au même jeu vidéo. Plein d'affaires. Fait que ça tient pas. Mais il a senti qu'on se moquait de lui à ce moment-là. Ouais. OK. 2018. Fait qu'on commence à être plus proche de maintenant. C'est ça, c'est récent. Ouais, Au début, on a commencé avec un code 82, mais là... Mais tu sais, quand je te dis que le monde s'est rendu gros là, sur Internet, là, les speedruns, les records de points, les jeux vidéo comme ça, c'est rendu vraiment gros. Le monde, ils ont beaucoup de temps. Ils vont analyser tout en détail. Ils vont avoir des connaissances immenses sur les jeux vidéo, la programmation, comment que ça se déroule, plein de choses comme ça. Fait qu'en 2018... il y a un site internet Donkey Kong Forum qui regroupe du monde qui tripe sur Donkey Kong, parle juste de Donkey Kong, les records, les ci, les ça. Bon, se mettre à analyser les records, les différents records, là, les 3 derniers principalement, donc la cassette qu'il avait envoyée de FunStop, le deuxième pour le Mortgage Broker, puis le 3e avec Boomers Arcade. OK, parce que lui, dans le fond, il y a les 3 premiers parce que 3 fois, il aurait battu notre Steve. Non, il a battu son propre record. Là. Il a battu son propre record, mais c'est Steve qui disait qu'il l'avait fait à 1 million et quelques. Puis par 3 fois, il a battu ça. Donc, le top 3, c'est lui. Oui. Okay. Mais en fait, c'est plus lui rendu là parce qu'entre-temps, il y a du monde qui ont fait beaucoup plus gros comme score. Mais il reste quand même que c'est le premier à avoir atteint le 1 million. OK. Il y a plein de choses comme ça, mais entre-temps, rendu en 2018, là, je ne les ai pas toutes notées, là, mais il y a du monde qui l'ont battu. Là. Mais le score de Billy là, à 1 million, là, il est rendu comme 20e. Là. OK, mais il y a des gens qui s'attardent à ces 3, à ce gars-là, qui était extraordinairement bon à Donkey Kong et qui a comme 3 gros... qui est un des premiers, finalement. Je te dirais que... Puis, tu sais, je suis pas un sportif de haut niveau, puis je suis pas un joueur vidéo de haut niveau, là, mais ce qui fait plus chier le monde... Il n'y a rien qui fait plus chier le monde qu'un tricheur. Ben oui. Quelqu'un qui va aller chercher de la gloire, puis, tu sais, tout ça, pour quelque chose qu'il n'a pas vraiment fait. C'est ça. Tu sais, on l'a dans les sports, là, la drogue, le monde qui booste leur performance, n'importe quoi. Dans les jeux vidéo, c'est la même affaire. Si tu démontres un exploit... puis que tu l'as pas vraiment fait, puis que tu l'as piraté, tu as fait un montage vidéo, n'importe quoi, là, et ils vont les lyncher. Là. Puis qu'il y a des gens qui ont commencé à se poser des questions. Ouais. Fait que là, il analyse ça. Plusieurs points arrivent, là, puis il croit que Billy aurait utilisé un émulateur, en fait, puis il aurait splicé. Là. Splicer, ça veut dire que quand tu utilises un émulateur, généralement... Ben attends, commence par le début, je m'excuse. C'est quoi un émulateur? Un émulateur, c'est simplement un logiciel, généralement sur l'ordinateur, là, qui va simuler ou qui va émuler la console ou l'arcade. OK, c'est un robot. Non, mais c'est juste parce que, tu sais, un arcade, c'est un circuit électronique. Là. Oui. C'est pas un logiciel dans un ordinateur. Donc, pour recréer cet environnement de circuit-là, tu programmes quelque chose qui va rouler le jeu Donkey Kong. OK, c'est une programmation. Ouais, un émulateur, c'est comme programmé. Ben, c'est quelque chose qui va réussir à rouler le jeu Donkey Kong, mais sur une autre plateforme, donc principalement un ordinateur. OK, mais ça veut-tu dire que c'est un émulateur, tu pèses sur les pitons de la manette, là, je suis très imagée, là, puis que le jeu, il fait à semblant que c'est toi qui le dirige, mais qu'il fait tout seul, le record. Non. C'est vraiment le jeu, mais à place de jouer sur un arcade, un cabinet d'arcade, tu peux le jouer sur ton ordinateur. Ah, OK, je comprends. C'est vraiment juste ça. Il y en a plein, il y a des émulateurs pour tout. Là. OK. Un émulateur, c'est pour jouer à un jeu sur l'ordinateur. C'est ça. OK, d'accord. Mais le vrai jeu, parce que tu sais, il existe Donkey Kong sur l'ordinateur. OK. Mais c'est pas le même jeu que Donkey Kong sur l'arcade. Ah, puis lui, pour homologuer ses records, il fallait qu'il joue à Donkey Kong, le même Donkey Kong que les arcades sur l'ordinateur. Ben non, il fallait pas qu'il joue sur les ordinateurs. Non, il fallait pas. C'est interdit. C'est interdit. Faut que tu joues sur un cabinet d'arcade original. OK. À ce point-là, il y a des gens qui disent il a peut-être joué sur son ordinateur. Ben en fait, c'est ça. Ce qui avance comme hypothèse et prouve pas mal, là, c'est que ça aurait été probablement joué sur un émulateur.
ce qui permet aussi de rejouer des niveaux. Fait que tu peux comme sauvegarder ou tu sauvegardes où est-ce que tu es entre deux niveaux. Là, tu joues ton niveau. Puis si tu le joues pas parfaitement, tu peux revenir en arrière. Comme si de rien n'était. OK, mais c'est parce que c'était filmé. Ben, c'est ça. C'est que ça, c'est un autre point. C'est que filmer un cabinet d'arcade, c'est très compliqué. C'est pas comme un ordinateur où tu branches un fil HDMI puis tu sors ça puis tu l'enregistres. Là, tu sais, faut que tu mettes vraiment une caméra VHS à côté de l'écran qui filme l'écran. Puis là, ce qu'il y avait sur la cassette, c'était vraiment juste un output. Fait que pour monter quelque chose comme ça, c'est très compliqué. Là. Ça prend... Faut que tu trafiques quasiment le cabinet d'arcade là, parce que faut que tu bypasses. Il faudrait que tu prennes le signal vidéo qui sort de l'arcade avant d'aller dans la télé dans l'arcade là, pour le mettre sur un VHS pour enregistrer ça, puis après ça, passer ça. Fait que, bref, okay. Pour avoir le résultat qu'il y avait sur la cassette, ça aurait pris vraiment du matériel puis une expertise poussée. Là. C'est ça, parce que sur la cassette, ce n'était pas une caméra braquée sur l'arcade. C'était le jeu qui... C'était ce qui se retrouvait dans l'écran de l'arcade. C'est ça, exact. Directement. OK. Ça et la façon dont chaque tableau se chargeait à l'écran, c'était pas exactement pareil que sur l'arcade, mais c'était exactement pareil que l'émulateur MAME, dans le fond, qui est utilisé, va charger les parties. Fait que, encore là, c'est une question de mémoire puis de comment que tu affiches tous tes pixels à l'écran. Là. Mais un émulateur va faire de son mieux pour être pareil comme l'arcade, mais c'est pas exactement pareil. Fait que l'arcade chargeait les niveaux en bloc, puis en fait, je sais pas, c'est comme si le niveau se tassait, là, un peu comme une slide, puis là, ça apparaissait en bloc, mais là, dans la cassette à Billy, c'était pas exactement pareil. Wow! Fait qu'il y avait plusieurs choses qui laissaient entendre que c'était... C'est ça. Fait que suite à toutes ces choses-là, puis les preuves que le Donkey Kong Forum a amenées, Twin Galaxy, qui est maintenant sous une nouvelle direction, va faire comme « Oh, OK, j'ai acheté pour des centaines de milliers ou même millions de dollars une base de données qui n'est pas vraie, va retirer les records de Billy. » Tous les records de Billy. Ouais. Guinness, qui se fiait à Twin Galaxy, va retirer les records de Billy. Fait qu'il se retrouve avec plus rien. Puis là, le monde il commence aussi à se douter de ses Burger Time, puis de ses Pac-Man, puis de ses autres jeux. Mais bon, on n'a pas de preuves, là. Fait que bref, va retirer ça. Parce que pour l'instant, il retire les records de Donkey Kong. Ouais, c'est ça. OK. Billy, il trouve pas ça drôle. Billy trouve pas ça drôle. Toute son identité tourne alentour de ça. Va menacer Guinness et Twin Galaxy de les poursuivre en justice s'ils remettent pas ses records en place. Guinness va flancher. OK. Je veux pas chercher de merde. Se disent de toute façon pas trop experts là-dedans, mais ils vont remettre les records de Billy, mais pas Twin Galaxy. Mais Twin Galaxy, là, ça peut impliquer beaucoup, là. Ils ont acheté une compagnie qui avait de la fraude dedans, donc le lien de confiance avec les gens, ce que ça vaut pas ce que ça valait. Exact. C'est ça qui arrive, c'est Billy grave. faisait partie de la transaction, là. Il y a eu du cash, lui. Ah oui, hein? Mon Dieu, mais c'est très grave, là. Ouais. Fait que, mais bref, Billy va poursuivre Twin Galaxy pour $1 million. Wow. Pour diffamation encore là, fausseté, whatever, là, pour qu'il remette ses records. Il va poursuivre aussi plusieurs personnes, dont le propriétaire de Donkey Kong Forum, là, qui avait toutes les preuves puis tout. Plusieurs personnes là, pour des centaines de milliers de dollars. Ah! Il poursuit des particuliers. Mais on est aux États-Unis. Oui, c'est ça. C'est ça. Twin Galaxy va essayer de faire retirer la plainte en appliquant le anti-slap law. C'est une nouvelle affaire que j'ai appris. C'est une loi, en fait, qui empêche de poursuivre des critiques ou des médias, dans le fond, dans le but de les rendre silencieux, de les mettre sous le silence. Ouais. Pour pas que un critique, mettons un critique culinaire, là, qui écrit une mauvaise critique sur un restaurant, puis là, le restaurant, il y a de l'argent, puis là, il fait juste poursuivre pour que la personne, elle ait plus de temps de rien faire d'autre que gérer ses poursuites, qu'elle ait plus d'argent parce qu'il faut qu'elle paye des avocats, puis tout ça.
Donc, pour pas museler les gens qui émettent une opinion, exact. on a le anti-slap là. Anti-slap, ouais. Ça existe au Canada aussi. Oui, c'est pas c'est juste ça, aux États-Unis. j'ai déjà ouais. entendu ça. OK. C'est une législation au Canada, c'est pas une loi. Mais ils vont perdre ça. Twin Galaxy va pas réussir à appliquer ça, donc la poursuite se continue. OK. La même année, ou en 2020, en fait, il y a un YouTuber aussi du nom de Carl Jobs que je suis, là, que super intéressant. Il va faire une vidéo intitulée Guinness World Records should stay out of gaming. Donc, les records Guinness devraient rester en dehors des jeux vidéo. Ah, mais pourtant, c'est ça, ça a commencé. Tantôt, tu disais que les records Guinness se sont intéressés aux jeux vidéo en 2008, puis je trouvais ça tard. J'aurais pensé que les records Guinness se seraient intéressés à ça beaucoup avant. Oui, donc, mais le point que Carl là-dedans avançait, c'est que ils n'ont pas les connaissances ou sont pas capables de juger puis de s'assurer que ce qu'ils mettent dans leur livre de records Guinness est véritable. T'sais, quand tu checkes un gars qui casse des briques avec son front, ben là, tu sais qu'il en a brisé 36. La dernière fois, c'était 34. Fait que c'est correct. là, c'est Mais beaucoup là, plus facile à évaluer. Ouais, mais là, quand tu as une effectivement. vidéo, sur un jeu vidéo qui a des points, que c'est super compliqué. Ouais. Fait que, bref. Billy va poursuivre Carl Jobs pour 150 000 $, parce que, encore là, il parle en mal de Billy. Billy va se mettre à poursuivre tout le monde qui parle en mal de Billy. Carl Jobs, c'est un YouTuber. c'est un YouTuber, là. C'est un YouTuber Ok, qui fait des vidéos sur des speedruns. Ah, puis ce que tu me disais que les records Guinness devaient rester en ça. dehors des... Ouais. OK, parfait. Fait qu'il poursuit... Mon Dieu, il poursuit tout le monde. Et c'est ensuite toute une saga. Là, il se fait poursuivre 2 fois, je pense, par Billy. Là. Wow. Ouais. Twin Galaxy va contre-attaquer une poursuite envers Billy aussi pour justement fraude et vente de biens là, qui n'étaient pas véritables. Ouais. Parce que Twin Galaxy, la nouvelle direction, a acheté à gros prix la base de données et ils prétendent que Billy et Walter et cette gang-là auraient falsifié des records dans le but principalement de mousser leur publicité puis leur notoriété. Tout à fait. Et aussi pour pouvoir le vendre plus cher. Ben non, mais c'est sûr, c'est comme si tu achetais un restaurant étoilé Michelin que finalement c'est des repas congelés que tu sers, c'est pas ça que tu as acheté, je veux dire, ça ne vaut pas. Ouais. Ça, c'est très grave, là, c'est des gros sous. T'es pas à Storage Wars, là, où tu fais comme, achète cette unité, puis là, tu payes 200$, puis tu penses qu'il y a des armoires avec des lingots d'or, mais finalement, caché dans c'est un bébites. sac Adidas. Ouais. Il n'y a pas ça. Non, c'est ça. Fait que c'est pas le même genre d'affaire. Là. Ils achetaient vraiment quelque chose puis ils l'ont pas eu. Oui. C'est pas mal ça. Les poursuites sont toujours en cours, en fait. Ben oui, parce 2023. que c'est récent. Ouais, c'est ça. Ben là, c'est 2018, mais bon, avec le temps, la pandémie, tout ça, ça n'a pas trop avancé, mais c'est toujours en cours. C'est pas terminé. Cette année, il y a eu des nouvelles photos qui sont sorties. De l'événement Mortgage Broker là, que j'avais parlé plus tôt. Oui, le 2 ou 3e. Ouais. Là, puis c'était la photo que Billy comptait beaucoup dessus pour faire valoir son point. C'est lui à côté du cabinet d'arcade qui serre la main à Walter D et à côté de son autre ami Todd Rogers. Oui. Après avoir battu le record. Et sur la photo, on voit les experts, en fait, ils l'ont soulevé, là. On voit que c'est pas un cabinet original de Donkey Kong. Le joystick, c'est pas le joystick original d'un cabinet de Donkey Kong. Dernière aparté de nerd, là. En fait, c'est que originalement, Donkey Kong, c'est un joystick à 4 côtés, fait qu'en haut, en bas, à gauche, droite, c'est tout. Et celui qu'il y avait là, c'était 8. Fait que t'as les diagonales aussi, en haut, à gauche, à droite, à gauche. À droite, mais en là, haut. ça marche plus. Il est pas pareil. Ben, c'est ça. Fait que c'est encore là, qu'est-ce que Twin Galaxy avait prétendu que Steve avait pas joué sur un vrai cabinet. Ben là, lui non plus l'aurait pas fait. Mais pire que ça, c'est que ça permet un meilleur contrôle là, dans Donkey Kong. Oui. Les barils, en fait, vont descendre au hasard, là, les échelles d'étage, puis peuvent venir te frapper.
Mais en réalité, tu peux les contrôler. Fait que, si tu pèses à gauche, mettons, puis le baril va continuer à rouler, il va pas descendre. Ah! Fait que là, d'habitude, tu peux juste peser à gauche ou en haut. Oui. Mais là, tu peux peser à gauche et en haut. Fait que ça te même temps. permet d'avancer et de contrôler les barils, ce qui est de la triche, dans le fond, parce que t'as un avantage qu'un autre n'a pas. Ben oui, puis le jeu n'a pas été conçu en fonction que tu aies des diagonales. Ouais. À suivre, donc. Oui. À suivre. OK, merci. C'est long un peu. Beaucoup de détails, de chiffres. C'est super intéressant. Ouais. Puis on y pense pas qu'il y a peut-être des vieux records. T'sais, on se dit, c'est un record sur une arcade. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'ordinateur. C'était moins développé. On pouvait pas vraiment tricher. Mais là, c'est ça nous montre que oui, dans le fond. Ouais. Il y a peut-être beaucoup de records qui sont discutables. Probablement. Ouais. Surtout dans ce temps-là. Puis c'est triste parce que notre père de famille, Steve, qui a essayé de le battre, lui, il l'a sûrement fait pour de vrai, Ouais, là, puis tu sais. il aurait eu probablement son nom dans le record Guinness, là. Oui, puis il est là avec sa femme et ses enfants, puis il joue à ça, puis il en fait une mission de vie, là. Puis là, finalement, l'autre, tu sais, comme Billy, il triche, puis... Je te dirais que maintenant, ces records-là, ça vaut plus rien, là. C'est quasiment 2 fois plus de points, là, que le monde ils font, là, mais ça n'a rien à voir non plus, là, quand des adultes jouent à des jeux d'arcade, puis les jeunes maintenant, là, tu sais, qui sont sur Twitch puis tout ça, puis qui font plein d'argent, puis ils font juste ça, là, fait que quand même une différence, là, mais bon. Ah, bien merci pour ce cas-là. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça, c'est super intéressant. Rappelle-nous le titre du documentaire que tu nous parlais. C'est The King of Kong, okay. Fistful of Quarters. Merci. Écoute, je pourrais pas le prononcer comme cela, mais merci beaucoup. Puis, toutes nos sources vont être sur nos réseaux sociaux aussi. Mm-hmm. Donc, on va mettre les sources des cas qu'on parle aujourd'hui sur nos réseaux sociaux. On va être, je vais le rappeler tantôt, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Et on va vous fournir ça si vous êtes curieux, si vous voulez pousser plus loin. Ton tour. Oui, c'est mon tour. De quoi est-ce que tu me parles? Moi, je vous parle de Charles et Diana. Mais pas la royauté. Ah, OK. Non, pas la royauté. Donc, je te parle de Charles et Diana, et c'est drôle parce qu'il s'appelle Charles et Diana Ingram. OK. Donc, c'est des Britanniques. Et eux, ils ont participé à Who Wants to be a Millionaire? Ouais. OK. En 2001. Donc, les Ingram, là, c'est une tradition familiale. Donc, il y a Diana, qui est une mère de famille, qui adore les jeux télévisés. Ils aiment beaucoup Who Wants to be a Millionaire, la version des États-Unis. Okay. Il y a son frère à elle qui s'appelle Adrian. On n'a pas son nom de famille, mais il s'appelle Adrian. Lui, il est criblé de dettes. Il adore aussi les jeux. Ça le fait rêver là, qu'on puisse gagner autant d'argent parce que le prix final, c'est $1 million. Et il y a le mari à Diana qui est Charles. Toute la famille adore les jeux télévisés et ceux particulièrement de culture générale. C'est pas le même aux États-Unis que en Angleterre ou en non, c'est-à-dire que Grande-Bretagne. Les Ingram ont su que il y avait une maison de production britannique qui avait acheté les droits de Who Wants to be a Millionaire et ça a été produit pour les Britanniques avec des participants britanniques. Donc là, les Ingram se sont dit, c'est notre chance, on veut participer à la version britannique de Who Wants to be a Millionaire. Donc, dès qu'ils apprennent qu'il va y avoir une version britannique et qu'il est possible de poser sa candidature, ils vont tenter leur chance. Au début, c'est Adrian, le frère à Diana, et Diana, après ça, qui réussit à se faire sélectionner, puis qui remportent chacun le même montant, 32 000 livres. Ah, quand même. Oui, c'est ça. Donc, les deux y vont, 32 000 livres chacun. Et ensuite, ils se disent, bon, mais là, on aimerait ça encore gagner de l'argent. Fait qu'ils font passer les auditions au mari de Diana, qui est Charles. Puis lui aussi, il va être choisi pour participer à l'émission. Ils ont le truc, finalement? Bien là, c'est ça. C'est assez surprenant que tour à tour, ils réussissent à faire sélectionner Adrian. Ouais. Puis après ça, Diana. Puis après ça, Charles. Bien là, les articles que j'ai lus à ce sujet-là parlent d'un stratagème. On ne sait pas exactement c'est quoi, mais ça permettait de se garantir une place sur le plateau. OK.
Diana, après ça, elle a écrit un livre intitulé Comment gagner des millions, qui donnait la fameuse méthode pour se faire infailliblement sélectionner. Mais faudrait que j'achète le livre. Je suis désolée, je ne l'ai pas. Donc, il y a Diana et il y a Adrian qui gagnent. Et ensuite, il y a Charles. Charles a 38 ans. Il est commandant dans les Royal Engineers. Il a servi en Bosnie, OK? Donc, c'est ça. Il travaille dans la conception de fauteuils roulants. Il est toujours dans les Royal Engineers, dans l'armée. Puis c'est ça. Puis il travaille dans la conception de fauteuils roulants et il déclare en début d'émission, très cute, que lui, dans le fond, il veut offrir un poney à ses 3 filles. C'est pour ça qu'il est là, qui s'appelle Portia, Rosie et Esther, qui ont entre... C'est filles ou c'est poney? Non, c'est filles. Ah, OK. qui ont 11, 9 et 6 ans. Okay. Alors, tout de suite, là, et le monsieur qui fait l'émission, excuse-moi, j'ai un blanc, le présentateur et le public adore Charles, tu sais, c'est cute, il veut offrir un poney à ses filles, oh my God, fait que... Il y a la sympathie du public. Il y a la sympathie. En partant. Oui, la sympathie du public. Donc, Charles doit répondre à 15 questions, parce qu'à chaque fois, les montants doubles, doit répondre à 15 questions pour remporter 1 million de livres. Là, j'ai calculé. 1 million de livres, ça équivalait en canadien en 2001, on est en 2001, à 2,262 millions de dollars. Fait qu'on est à presque 2,3 millions de dollars. Aujourd'hui, ça vaudrait naturellement 3,6 millions. Mais tu sais, on parle, c'est ça. Fait qu'on parle de millions, là. Parce que c'est 1 million de livres. Pour ce faire, je sais pas si tu as déjà écouté ça, tu as le droit à certains trucs. Ouais. Tu sais, appeler un ami, éliminer 2 choix de réponse sur 4. Le 50-50. Le 50-50. Donc, il avance tranquillement. Tu sais, puis des fois, ces émissions-là, c'est sur plusieurs jours. Ouais. Là. Bon, il avance tranquillement, puis c'est pas facile. Il utilise la plupart de ses passe-droits, OK? Il appelle un ami. C'est pas facile, mais il l'a. C'est pas une lumière. Non, c'est pas une lumière. Il fait son possible, mais tu vois que c'est pas facile. Il pense beaucoup. Mais tu sais, l'émission, c'est juste 15 questions, puis ça dure plusieurs jours. Là. C'est parce qu'il y a plusieurs participants, puis ils viennent un peu comme Price is Right. Là. C'était comme ça aussi. Là. Ouais. Ils partent l'émission avec 4 participants dans Price is Right, là, mais je suppose que ça aussi. Là. Puis ils roulent un après l'autre. Une fois qu'ils est éliminé, ils en prennent un autre. Ils repartent les questions à la première, puis là, on arrive à la fin de l'émission. Mais c'est le même public, tu sais. Oui. Parce que c'est pas à chaque jour qu'ils enregistrent puis qu'ils font partir le public puis revenir. Là. Ils enregistrent tout dans la même journée puis ils font jouer ça sur la semaine. Là. Mais c'est ça, mais pour avoir les 15 questions de Charles, ça prend quand même beaucoup de temps. Ouais, c'est long. Je sais pas si tu as déjà écouté ça. C'est ça, je te dis, ça finit plus. Non, là, ils non. font comme, est-ce que tu penses que c'est ça? Puis là, tu veux-tu utiliser... Is it your final answer? Is it your final answer? Fait que, tu sais, c'est vraiment... Tu sais, il beurre épais. C'est sûr, là, tu donnes 1 million de livres. Il faut que tu étires la sauce, là. Donc, on est à la question 14. Et la question 14, c'est 500 000 $. Ça, à peu près, ça double à chaque fois. Okay. 500 000 livres, excuse-moi. Donc, on est à la question 14. Et là, c'est le baron Haussmann s'est rendu célèbre pour la planification de quelle ville? Rome, Paris, Berlin ou Athènes? Là, Charles, il n'est pas sûr. Il hésite. Là, il dit, je pense pas que ça soit Paris. Là, je ne ferai pas d'anglais et d'accent british. Ah, OK. Non. Dommage. Il dit, je ne pense pas que ça soit Paris. Là, on entend 2 petits toux. Là, après ça, il dit, je pense que c'est Paris. On entend une toux. Il dit, c'est soit Berlin, soit Paris, mais je pense que c'est Paris. Une toux. Là, il dit au présentateur, faites-vous-en pas, je me parle. Ça m'arrive, je me parle. Mais je pense que c'est Berlin ou je pense que... ça finit plus. On entend encore une toux. Il dit, c'est Paris et il remporte 500 livres. 500 000 livres. 500 000 livres, excusez-moi, oui. Donc, là, on est rendu à l'ultime question, la question 15. OK, parfait. Là, la question 15, écoute bien ça. Moi, je ne l'aurais pas su, naturellement. Hein, je ne suis pas riche. Il faut que tu nommes le nombre composé du chiffre 1
suivi de 100 zéros. Comment s'appelle ce nombre-là? Et là, Wow. les choix de réponse sont tous aussi savoureux les uns que les autres. On a Google, Gigabit, OK, Google. Gigabit, Nanomol et Mégatron. Oh. Oui, moi, toutes les choix de réponse me font rire. Surtout Nanomol. Je trouve... Moi, j'aurais choisi ça juste pour dire ça en nombre. Nanomol devant Ouais. plusieurs millions Là, il a de... fait-tu la même stratégie de répéter le même mot? Est-ce que c'est encore plus drôle? 3 fois, Ingram prononce le mot « Google ». Parce que c'est ça le bon. C'est pour ça qu'on appelle ça Google. Ah oui? Oui, je crois que c'est ça. Parce oui, j'ai déjà entendu ça qu'on OK. on va valider ça, mais j'avais déjà entendu dire que ça s'appelle Google à cause... Et ça Il y a s'écrit rien là, Googol, puis que le moteur de recherche, il y avait tellement d'options que c'était ça. C'est en Ah ouais? l'honneur du chiffre 1 suivi de 100 zéros. Ah, OK. Google, ouais. Il n'y a rien là. Megatron, c'était le méchant dans un dessin animé qui s'appelait Reboot, Pas qui vrai? se passait à l'intérieur d'un ordinateur. Ouais. OK, bon. Ben, tu vois, j'en ai appris une aujourd'hui. Voilà. Et alors, Ingram prononce la bonne réponse. Je ne sais pas si on se dit Google ou Google. Je suppose que c'est Google, parce que le moteur de recherche, on dit Google. Et on entend tousser. Et quand il dit les autres choix, ça pourrait être Mégatron, on entend le silence radio. OK. La tendance se poursuit. Et là, on va se dire, Diana toussait pour aider Charles. Ben non. Parce que Diana, elle ne pouvait pas avoir les réponses pour Charles. Là, on est avant l'avènement on est en 2001. Donc, oui, là, ça existe, le téléphone avec intelligence artificielle, les téléphones intelligents, mais pas vraiment. Et Diana, elle ne savait pas les réponses. Là, si elle s'était... Elle savait pas plus que Elle savait son pas- mari. Là. Exactement. Elle est dans la salle, mais c'est pas Diana qui tousse. Donc, cependant, le candidat suivant, Charles, si Charles avait échoué, qui a été recruté selon le même stratagème, qui est flou, mais lui aussi a été recruté. Donc, lui savait les réponses et c'est un dénommé Tikwen Whitetalk. OK. Tikwen Whitetalk, qui est un professeur de collège de 53 ans. Mais ça, on ne le sait pas pour l'instant. Il a fallu 2 mois pour le découvrir. Donc, Charles remporte 1 million de livres et le présentateur le qualifie du candidat le plus incroyable que nous ayons jamais eu. Tu sais, lui, il est sous le charme. C'est la première fois qu'on gagne 1 million de livres à cette émission-là. Oh non, j'ai pas d'informations à savoir si c'est la première fois, mais je sais juste que le présentateur était complètement sous son charme. Ouais. Là, je te rappelle que le lendemain, on est très occupé. On est quelle date le lendemain? Je me rappelle plus. Non, c'est pas grave. On est le 11 septembre 2001. Ben oui. L'émission se passe le lundi 10 septembre et le lendemain... Fait que là, le lundi 10 septembre 2001, Charles remporte 1 million de livres. Le 11 septembre, les gens sont très occupés. Hein? Les gens pensent que c'est la fin du monde et c'est Il n'y a de plus personne tragique. qui se rappelle que Oui. il y a quelqu'un qui toussait sans arrêt. Exactement. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, le 11 septembre, il ne se passe rien. Mais quelques jours plus tard, l'équipe appelle Charles et lui annonce qu'ils ont analysé les 192 toussements entendus dans l'émission. Oh my... 192 toussements, dont 30 significatifs, parce que là, ils les ont classés. Hein. Ben oui, c'est il y ça. en a des significatifs, puis il y a du monde qui a été étouffé pour Il y en de a vrai. des vrais, il y en a des suspicieux. Oui. Puis il y en a d'autres qui sont clairement pour indiquer un oui ou un non. Oui, c'est ça. Et là, ils les ont... Parce que, tu sais, je veux dire, au début de l'émission, à la fin de l'émission, on les montre tous, c'est bon. Mais il y en avait 30 qui étaient vraiment significatifs et ils bloquent le chèque. Oh, Ils font comme ouais, ils là... s'étaient même pas rendus. Ouais, là, quelques jours plus tard, ils font comme... Là, mardi, on était bien occupés, on pensait qu'on tombait en guerre. Mais là, ça suffit, ton chèque est bloqué. Donc, monsieur Whitetalk, que je te parlais tantôt, le professeur de collège qui
toussait. Qui toussait. Oui, c'est ça. Il est co-accusé finalement dans l'histoire. Bon, ben là, ils vont se rendre compte que c'est lui qui toussait. Premièrement, ils vont l'interroger. Lui, il va dire « Ah, non, j'ai toussé parce qu'il faisait froid. J'ai toussé parce que j'avais le rhume des foins. » En tout cas, c'est... Il voulait garder sa voix belle parce que c'était le prochain embarqué. Là. Exactement, c'est pas moi. Ça a pris vraiment du temps avant de vraiment statuer qui toussait pour aider Charles. Mais là, la couronne, elle... la couronne, parce qu'on s'est rendu en procès, mais ça a été prouvé qu'il y avait eu plusieurs appels téléphoniques entre M. Whitetuck et le domicile des Ingram. Fait que c'est dur de dire « Je toussais parce que j'avais froid puis je connais pas ce monde-là » quand t'as appelé plusieurs fois Diana le mois avant, tu sais. Ouais. Donc, puis en plus, c'est que la couronne a fait valoir, parce qu'il y a eu des poursuites, que ça ne... que ça... Il avait beau avoir froid, il avait beau avoir le rhume des foins, ça expliquait toujours pas pourquoi il toussait juste quand Charles prenait une pause en disant une réponse, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, Est-ce que c'est Paris? Ouais, c'est ça n'a pas de sens. Et il y a aussi, dans le procès, les choses ont pris un tour loufoque aussi, parce que le juge a dû avorter le procès parce qu'il y avait une épidémie de toux. Les jurés, parmi les jurés, il y a eu une crise de toux. Et le procès a été momentanément Le jury avorté. est arrivé. Là, je vais réfléchir à voix haute. Est-ce qu'il est coupable? Oui. Non, c'est ça n'a pas de sens. Donc, oui, on découvre que M. Whitetuck était de connivence. On découvre que Charles a triché. Mais oui, Charles a triché, c'est un tricheur. Donc, on s'en va durant un gros procès quand même. Et 2 ans plus tard, la sanction tombe. Charles et Diana Ingram ainsi que Tequen Whitetuck, le professeur de collège, vont être condamnés respectivement à 18 et à 12 mois de prison avec sursis pour fraude. Wow, quand même. Mais le tribunal inflige aussi une amende de 15 000 livres à chacun des contrevenants, plus la Cour demande aux Ingram de payer les 65 000 livres de frais de justice. Fait qu'eux autres, leur facture, c'est 115 000 $. Il avait juste gagné comme 64 000 avec leurs 2 premières... Oui, exactement. Oui, mais attention, là, il y a son frère qui a gagné 32 000. Il était criblé de dettes. Fait que lui, 32 000, d'après moi, il n'est plus là. Diana, elle a gagné 32 000, mais là, il y en a pour 115 000 livres de sanctions. Et là, on découvre aussi durant le procès qu'ils ont passé à plein de stratagèmes là, pour tricher. Là, je vais être dans mon auto avec un walkie-talkie, puis là, je vais te dire les réponses. En tout cas, finalement, ils ont décidé de faire sélectionner le professeur de collège et de le faire tousser parce que lui, supposément qu'il savait toutes les réponses. Mais tu sais, lui, s'il savait toutes les réponses, il mérite de gagner. Oui, C'est mais ça. il a quand même triché. Il a quand même triché. C'est ça qui arrive, c'est qu'il avait juste à attendre patiemment Son tour. C'est ça, puis de gagner parce qu'ils avaient les réponses. Puis là, c'est la débandade. Mais là, c'est que c'est les Britanniques. Les Britanniques sont forts sur les tabloïds, sont forts sur qu'est-ce qui se passe. Tu sais, En plus, il s'appelle Charles et Diana. Il s'appelle Charles et Diana. Tu sais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc, quelques semaines après le procès, le Bureau des armées britanniques réclame à Charles Ingram sa démission après 17 ans de service. Les Ingram iront en appel et 1 an plus tard, le tribunal rejette la demande d'appel de Charles, mais accepte de réviser le montant des amendes à la baisse. Et ça, c'est un très grand soulagement parce qu'entre-temps, le couple, ça va vraiment pas bien. Ils ont été condamnés pour une autre affaire de fraude de l'assurance parce qu'ils ont inventé le cambriolage de leur domicile. Ah ben ouais. Ouais. Et moi, je trouve vraiment que c'est un couple fort parce qu'ils restent vraiment ensemble dans l'adversité. Puis ils n'ont jamais de scène. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, quand il n'y a personne d'autre avec qui tu pourrais fitter, hein? C'est ça qu'on appelle un partner in crime. Et là, écoute, on n'a pas une scène, on va faire assemblant que notre maison se fait cambrioler pour les assurants. OK, fais-toi sélectionner dans un jeu vidéo. Hey, les discussions de ce couple-là, c'est fabuleux. S'il avait mis plus d'efforts à faire le bien. Oui, exactement. Il serait rendu loin. OK. Après le procès, ils ont reçu des messages dans des 108 pays où le jeu est diffusé, soit pour des demandes d'interview, soit pour des contrats. Il y a une marque de sirop américaine qui propose aux couples tricheurs d'être leur porte-parole, de faire leur publicité. Au final, ils ont fait de l'argent avec ça. Hein. Ben, ils ont créé un livre puis ils vont faire un film. Là. Ben,
ben là, c'est ça. C'est qu'on les sollicite pour beaucoup de choses, mais au Royaume-Uni, tu n'as pas le droit de tirer bénéfice de ton crime. De tirer bénéfice de ton délit. Et de faire des interviews et tout, c'est de tirer bénéfice de ton délit. Okay. Fait qu'ils n'ont pas le droit de faire de l'argent avec ça au Royaume-Uni, mais à travers le monde, oui. C'est ça. Donc, quand ils sont contactés par les autres pays pour faire de la pub, animer un show télévisé, ben là, ça, ils peuvent. Et comme je te rappelle que c'est des gens qui ont des problèmes d'argent. Ils s'en donnent à cœur joie. Ils s'en donnent à cœur joie. Et là, la débandade continue. En 2006, Charles a été condamné pour assaut sur un adolescent qui avait voulu rire de lui. Puis quand il a passé à côté de lui, il toussait. Puis là, Charles, il a été fâché. Fait qu'il a dit d'arrêter. Puis l'adolescent, il riait. Puis il toussait. Puis il a pété à gueule. Fait... Il était fâché. C'est ça qui a finalement fait sa fortune. Oui, mais il a été condamné pour assaut parce qu'il a donné un coup de poing à un adolescent. Ouais. Là, ils vont faire profil bas quelques années. Comme tu disais, ils ont sorti un livre. Ah oui? Ben oui, ils ont sorti un livre, une pièce de théâtre intitulée The Quiz. Une pièce de théâtre. Ça fait très british. Ça fait très british. Là, ils étaient bien occupés. Ils ont fait faillite 4 fois. Puis, écoute, ça s'invente pas. En 2010, Charles glisse sur une pomme pourrie en tondant son gazon et son pied passe dans la tondeuse. Il perd 3 orteils. Wow. C'est ça qu'on appelle un accident de pelouse. Oui. Oh. Référence à François Pérusse. Il y en aura quelques-unes dans notre podcast. Donc, il perd 3 orteils. Oh là là. Ouais. Finalement, en 2021, dernière chose, il y a une série télévisée qui voit le jour sur TF1 qui s'appelle The Quiz. C'est une mini-série avec je pense, des assez bons acteurs. Là. Je les connaissais pas, des acteurs british, mais il y a quand même... on dit que c'est une comédie grinçante qui dépeint les débords de la famille Ingram. Là. Fait que là, je sais pas si les Ingram sont très... Ils sont au courant. Oui, ils sont au courant, mais à savoir s'ils apprécient la chose, je sais pas. Mais non, ils peuvent pas bénéficier de leur crime. Exactement. Tant pis, aussi bien de le donner à quelqu'un d'autre. Ben, c'est ça. Et certains disent qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot parce qu'ils font toujours partie. Écoute, ça s'est passé en 2001, on est rendu en 2023. 2021, il y a une série qui est sortie. Donc, je pense que ça se peut qu'on continue d'entendre parler d'Ingram. Mais c'est ça, c'est le couple tricheur. On tiendra le monde au courant. Oui! Oui, puis quand on fait des cas comme ça, là, si vous avez des développements, si vous écoutez les épisodes en différé ou même si on a oublié des informations, gênez-vous pas, écrivez-nous, ça nous fait plaisir. Donc, merci. On fait ce premier épisode. Merci à toi. De Crime Tonic. Je suis très contente d'avoir partagé ça avec toi. Moi aussi. Merci beaucoup. Et on vous laisse sur le mot de la fin. Si vous faites le mal, faites-le bien. Merci. Merci.